Chers internautes, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'Infonews Hebdo. Pour cette rétrospective de l'actu de la semaine passée, nous sommes, comme chaque semaine, en compagnie de Guy Hervier, rédacteur en chef d'Informatique News. Guy, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Guy, on va commencer cette rétrospective par SAP, qui va étendre le support sur certaines de ses solutions. SAP a annoncé qu'elle étendait le support de ses solutions, donc de Business Suite 7, on dira ce qu'il y a dedans un peu plus tard, jusqu'à 2027 au lieu de 2025, donc 2 ans de supplément si je puis dire, et puis pour une somme modique de 2% jusqu'à 2030. Et elle a annoncé également qu'elle assurait le support de HANA donc de S-HANA jusqu'à 2040. Donc 2040, vous voyez, ça fait 20 ans d'aujourd'hui, donc ce sont des cycles qui sont extrêmement longs. Très long, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans Business Suite 7 ? Il y a quasiment, je dirais, le cœur des solutions SAP traditionnelles. Donc il y a le RP, bien sûr, il y a les relations clients et fournisseurs, donc CRM et SRM, il y a le PLM, et puis il y a également le supply chain. Donc vous voyez que je dirais que c'est vraiment l'ensemble des outils, des solutions logicielles traditionnelles que proposait SAP. Alors cette annonce a été saluée positivement par l'USF, donc c'est l'association des clients SAP francophones. Bon, évidemment, ça paraît relativement logique, on aurait eu du mal à penser le contraire. Bon, c'est un geste qu'a fait SAP, mais qui traduit quand même un léger malaise depuis un certain temps, qui d'ailleurs ne concerne pas qu'SAP, qui concerne aussi les grands éditeurs logiciels. Le SIGREF avait pondu une note à ce sujet l'année dernière. On va changer de registre et regarder du côté de la virtualisation. Et VMware qui revoit légèrement ses tarifs. Alors, c'est effectivement, on est toujours dans la tarification, hein, donc c'est souvent le sujet qui fâche entre les fournisseurs et les clients. Là, l'annonce qui est faite par VMware, c'est de dire qu'à partir du moment où vous utilisez VMware sur un CPU qui aura plus de 32 cœurs, donc il peut avoir 64 cœurs, à ce moment-là, vous allez payer 2 fois. Vous avez payé le double. Donc en gros l'idée c'est que, évidemment de plus en plus de serveurs sont basés sur des processeurs qui ont une quantité de cœurs assez impressionnante, et donc je dirais que en gros au lieu d'avoir un processeur à 2 cœurs ou 2 processeurs à 1 cœur, évidemment pour la tarification ça devrait être à peu près pareil, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Donc pour VMware c'est la possibilité d'alourdir un petit peu la facture logicielle dans une tendance vers le multicœur qui est de plus en plus retenu par l'ensemble des fournisseurs. Et donc c'est pas spécifique à VMware, Microsoft et Oracle avaient fait des annonces dans ce sens-là. Toujours est-il que les clients devront prendre en compte cette annonce qui s'appliquera à partir d'avril prochain, donc avril prochain c'est quasiment demain. Alors pour continuer, on se tourne maintenant du côté d'IBM, où il y a eu un changement de tête, à la tête de l'entreprise. Donc Ginny Rometty, qui est la patronne d'IBM depuis 2012, a annoncé son départ et a annoncé son successeur, qui est Arvind Krishna, qui n'est pas un inconnu c'est un IBMer depuis déjà un bon moment. Il était responsable de l'activité cloud, donc l'activité cloud c'est une des activités sur lesquelles IBM misait beaucoup depuis un certain temps pour son développement. Alors maintenant, si on tire un bilan très rapide de, je dirais, l'ère Ginny Rometty, donc 2012-2020, c'est un bilan qui est très mitigé et contrasté, pour le dire de manière assez diplomatique. Quand elle est arrivée, le chiffre d'affaires 2012 d'IBM c'était 104 milliards de dollars. L'année dernière, incluant l'acquisition de Red Hat, c'était 77 milliards de dollars, donc on voit bien qu'il y a quand même eu une dégringolade sérieuse du chiffre d'affaires. Perte en ligne. Le cours de la bourse, c'est à peu près pareil, le cours des actions IBM, et IBM, je dirais, que n'a pas réussi à transformer un certain nombre de propositions, donc le cloud au départ, ils étaient très engagés là, et finalement, ils ne sont pas dans le trio de tête du cloud public. Dans tout ce qui est intelligence artificielle, ils avaient beaucoup d'avance avec Watson. Est-ce qu'ils ont réussi à le concrétiser commercialement? C'est loin d'être sûr. Je dirais qu'avec
le quantique, IBM est un des principaux acteurs, mais sauf que le quantique, on est encore dans la recherche et il n'y a pas de retours commerciaux. Donc c'est un bilan qui est très contrasté. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que Arvind Krishna sera un peu le Satya Nadella de Microsoft? La question reste posée. On aura les résultats dans 2-3 ans, sachant que quand même le rachat de Red Hat, qui est finalement une carte importante qu'IBM a joué récemment, c'est une idée d'Arvind Krishna. Donc il avait déjà insufflé ses idées dans l'évolution récente d'IBM. Donc on suivra ça de manière extrêmement attentive dans les mois qui viennent. Alors on reste toujours dans le domaine des nominations et cette fois-ci on revient sur SAP mais en France avec un changement de tête dans l'Hexagone. SAP France, donc vous vous souvenez que Gérald Karsanti avait été nommé à la tête de SAP France après un court séjour, si je puis dire, chez Oracle. On l'avait reçu ici d'ailleurs à ce propos. Et donc il avait été nommé président de SAP France. Et là c'est Frédéric Chauviré qui est un ancien qui est un SAPME, on va dire, de longue date, qui est responsable d'une activité commerciale au haut niveau de l'Europe, qui devient directeur général. Donc c'est une responsabilité bicéphale qui prend la tête de SAP France. D'ailleurs une sorte de reproduction qui se fait au niveau mondial, puisque à la suite du départ de Bill Dermott, c'est une double tête qui a pris la responsabilité de SAP. Donc je dirais que la répartition des rôles sera relativement clair entre la présidence et la direction générale de SAP France. Frédéric Chauviré va s'occuper plutôt de l'activité commerciale, relation avec les clients, et puis Gérald Karsanti va continuer à développer, et à améliorer entre guillemets l'image des SAP. On en a parlé sur la maintenance qui avait été allongée de quelque temps. Il y a un travail à faire de redonner confiance aux clients et ça, Gérald Karsanti est vraiment la bonne personne pour faire ça. D'accord. Comme chaque semaine, on regarde aussi du côté des acquisitions et cette fois-ci, c'est Infor qui s'offre Koch Industries. Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait, c'est Infor qui fait appel à Koch Industries pour prendre les parts que Golden Gate Capital avait encore dans la participation de l'entreprise. Donc c'est une évolution naturelle parce que Koch Industries, c'est un conglomérat industriel américain qui n'est pas coté en bourse, qui représente à peu près 110 milliards de dollars. Donc c'est une des plus grosses sociétés non cotées en bourse aux États-Unis, qui prend maintenant le contrôle total d'Infor, donc l'éditeur de l'ERP du même nom, qui s'est construit au fil des ans, à la fois en interne mais aussi par acquisition. Il y a eu l'acquisition de BAN, Lawson Software, Intensia. Donc au fur et à mesure, Infor est devenu un acteur évidemment assez loin d'Oracle et SAP, mais quand même un acteur qui compte, avec des forces dans le domaine industriel. Donc le rachat par Koch Industries fait sens. Et c'est une société avec ce rachat qui est valorisée aujourd'hui à 13 milliards de dollars, donc ça commence à devenir important. Alors on peut souligner aussi que Koch Industries, de par les deux responsables de l'entreprise, les frères Koch, qu'on appelle couramment, étaient et sont toujours assez largement impliqués dans la politique américaine, et plutôt du côté républicain et plutôt du côté de la droite traditionnelle et peut-être même de la droite extrême. Donc ça c'est une connotation un peu politique, mais qui n'a pas d'incidence particulière sur Infor. D'accord. Alors on va regarder maintenant le baromètre publié par le Césin il y a la semaine dernière, donc, et qui donne quelques éléments intéressants. Donc le Césin, c'est un des deux groupes spécialisés dans la sécurité en France, avec le Clusif. Le Césin, lui, se démarque un petit peu dans le sens où il n'accepte parmi ses rangs que des RSSI, donc des spécialistes de la sécurité, et n'accepte pas les fournisseurs. Donc ils viennent de publier le 5e baromètre, qui donne, je dirais, qui confirme des éléments dont on parle régulièrement toutes les semaines. Alors les principaux vecteurs d'attaque qui sont présentés par ce baromètre, c'est le premier, c'est le phishing. Le phishing, on en parle régulièrement. Le deuxième, c'est un peu moins souvent, mais finalement qui reste très
très vivant, si je puis dire, c'est l'arnaque au président. Et puis le troisième, c'est l'exploitation des vulnérabilités. Donc on parlait par exemple récemment du fait que Windows 7 était arrivé en fin de support. Bah là pour le coup, c'est typiquement dans ce cas d'espèce. Et puis les résultats de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait l'usurpation d'identité, et puis le vol des données, et puis entre les deux, il y a l'infection de malware. Donc je dirais qu'on voit bien qu'il y a les deux niveaux. Il y a le niveau humain, puisque l'arnaque au président, c'est typiquement le niveau humain qui est en cause, et puis il y a le niveau technique, c'est les vulnérabilités des logiciels, et puis l'injection de malware. Donc là, on est dans les niveaux techniques. Donc on voit bien à peu près les forces qui sont en jeu. Et un autre élément qui est intéressant à mentionner, c'est que les entreprises, bon évidemment maintenant, tous ou presque toutes un plan de sécurité, mais de plus en plus elles ont un plan à la fois elles ont un plan de cyber-résilience, et puis elles font appel à la cyberassurance. Donc un plan de cyber-résilience, en gros, c'est quoi ça? C'est aller au-delà de la sécurité, c'est la capacité de faire en sorte que après une attaque, l'entreprise puisse retrouver son niveau de fonctionnement normal tout de suite si possible, en tout cas le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la cyber-résilience, et ça, finalement, c'est ça ce qui est important. Et puis cyberassurance, c'est en gros, on comprend bien que le traitement de la sécurité, c'est à la fois un problème technique, mais c'est de plus aussi un problème assurantiel, et c'est quelque chose qui est en train de passer, que les entreprises souscrivent à des assurances pour se prémunir des dommages que pourraient engendrer des problèmes de sécurité. Donc je dirais que c'est un tableau assez qui correspond aux évolutions dont on parle régulièrement, mais qui a l'intérêt de donner des chiffres un peu plus précis en 2020, au moment où on parle. Donc on aura l'occasion d'en parler, bien entendu, mais en tout cas, il n'y a pas de... Je dirais que autant ça donne des indications précises, il n'y a pas de révélation absolument extraordinaire, ce qui paraît relativement normal, dans le sens où s'il y avait quelque chose de très nouveau qui arrivait, on le saurait. Alors, avec une mention spéciale pour l'Internet des objets, on le sait, l'Internet des objets, de par leur conception, constitue un problème pour la sécurité, puisqu'ils ont au départ pas été vraiment conçus avec la sécurité by design, dont on pourrait parler. C'est quelque chose qui est en train de se corriger, mais évidemment c'est un coût, puisque les objets, ils se mesurent en milliers, voire millions d'objets, et si vous rajoutez un coût de la sécurité sur chaque objet, ça finit par faire cher. Donc ça, c'est une mention particulière auquel faisait référence le baromètre du CESA. Après avoir regardé les événements de la semaine passée, on va regarder ceux qui se passeront dans les semaines à venir. Et le gros événement mondial, c'est le Mobile World Congress à Barcelone, qui se tiendra donc à Barcelone comme d'habitude, comme chaque année, avec la nouvelle édition, et avec, on peut attendre notamment des sujets comme la 5G, l'IoT. Exactement. Donc on a à peine digéré le CES qui s'est tenu à Las Vegas au mois de janvier, qui n'a pas apporté des révélations extraordinaires cette année. On arrive maintenant avec comme vous le disiez, le Mobile World Congress à Barcelone, donc du 24 au 27 février prochain, donc c'est très bientôt. Et comme vous le disiez, la 5G, l'IoT seront, donc l'Internet des objets, seront sans doute parmi les deux sujets majeurs qui seront traités cette année. La 5G, ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle, mais on en parle différemment. Il y a 5G, il y a 3-4 ans, c'était en gros encore de la prospective, qu'est-ce que va apporter la 5G, etc. Aujourd'hui, on est dans le vif du sujet, puisqu'il y a des pays qui sont déjà entrés de plein pied dans la 5G. La France est un petit peu en retard dans ce domaine, mais on va parler maintenant des réalisations concrètes de la 5G, donc on change un petit peu de perspective, mais ce sera bien sûr le sujet majeur de ce Mobile World Congress. Et pour terminer cette rétrospective de la semaine, on va finir sur un coup de gueule, cette fois-ci de Facebook, sur Facebook plutôt, qui s'apprête à payer une amende. Alors, c'est l'État de l'Illinois qui a attaqué Facebook pour
dans une utilisation qui contredit les règles de l'État de l'Illinois sur tout ce qui est détection, reconnaissance faciale, parce que vous savez finalement toutes ces entreprises, les GAFA en général, mais c'est un terme un peu qui est générique, qui s'étend au-delà des 4 grands acteurs. D'ailleurs, Apple est à mettre un peu à part dans ce domaine. En gros, c'est un peu toujours la politique du fait accompli. Et là, Facebook, vous savez, une fois que vous avez tagué une image en mettant le nom de la personne, peut faire une recherche sur toutes les images qui seront comparables. Et lorsqu'elles trouveront l'image du même sujet, elles pourront associer le nom que vous avez donné. Et ça, il se trouve que ça contredit les pratiques, la réglementation de l'État de l'Illinois, et apparemment, plutôt que d'argumenter et d'essayer de combattre sur le plan juridique, finalement Facebook a transigé, et a transigé quand même une facture relativement lourde, puisque, même si au regard de la bourse des poches qui sont bien pleines de Facebook, 550 millions de dollars, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même pas négligeable non plus. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, parce que Facebook, on en reparle régulièrement, sur les pratiques sur les élections, enfin pas mal de choses, à force de payer des amendes, va peut-être finalement, comme on dit, c'est quand on touche au portefeuille que les comportements changent, peut-être que Facebook va finir par changer de comportement. On arrive à la fin de cette édition. Guy, merci beaucoup. Chers internautes, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition.